Pour certains d'entre vous qui avaient pu le voir à la FAB Fondation Agnès B ou à la Galerie Graphe, ou plus récemment à Push Manifesto, où il a un atelier, je vais vous présenter Vincent Laval. Tout à la fois en ville et en forêt, Vincent Laval vit et travaille en Île-de-France, entre Paris et la forêt de Carnel. La forêt est un lieu important dans la vie comme dans le processus créatif de l'artiste, et je le mentionne comme un deuxième atelier, une réserve à ciel ouvert, où ses matériaux vivent et travaillent, un lieu ressource comme un endroit où il peut se retrouver lui-même, un lieu particulier que nous allons découvrir en sa compagnie. Artiste marcheur comme il aime à se définir, il aime à sortir des sentiers pour suivre une lumière, aller voir un arbre qui commence à bourgeonner, ou encore se mettre sur la piste d'un animal. Ayant grandi non loin de cette forêt, il la pratique sans carte, avec le frisson encore de pouvoir se retrouver dans les bois, les sens en alerte. Qui a pu rencontrer dans son atelier parisien Vincent Laval pourra témoigner de l'odeur du bois, qui n'est pas tout à fait celle de la forêt, mais qui dit quelque chose de l'intention avec laquelle l'artiste choisit ses matériaux et ce qu'il cherche à retrouver ne serait-ce que visuellement. Ce soir, au travers de différents médiums, du travail sculptural et photographique de l'artiste, nous allons donc évoquer ces expériences de la forêt et la façon dont elles s'inscrivent dans le temps, celui d'un cycle saisonnier et celui de la forêt, dont les échelles sont très différentes de la nôtre. Artiste marcheur, artiste cueilleur, Vincent, tu prélèves au sol des morceaux d'arbres, des branches, des écorces, et travailles à la lisière entre le monde que nous créons et celui qui nous entoure. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de commencer cette discussion avec Oani, la pièce que vous pouvez voir maintenant, une pièce qui pose les bases de ton vocabulaire, et cela même de façon très littérale avec ces 26 objets. Mais peut-être que tu peux justement nous présenter un peu plus ces Waouh, ouais. différents objets. Quelle introduction. Alors, déjà, merci à tout le monde d'être là. Merci à Thaïs de m'avoir invité à parler de mon travail avec Henri. Donc, merci à tout le monde. Quelle introduction. Effectivement, je vais commencer par vous parler de Ohani. C'est une installation murale de 26 éléments en bois, 26 éléments que j'aime appeler outils, parce que la genèse de cette sculpture, de cette installation est partie de l'un de ces outils en particulier. Et, euh, et en fin de compte, au hasard de mes marches dans cette forêt de Carnel que j'arpente depuis toujours, mon regard s'est posé sur un de ces morceaux, sur un morceau d'arbre posé au sol. Et j'ai commencé à le tailler, jusqu'à ce que je m'aperçoive en sortant de la forêt que tout le long de cette marche, je n'avais absolument pas regardé la forêt. J'avais interagi avec cet élément sculptural. Et, euh, et seul le son, seul l'odorat était présent. Et donc, ça m'a permis de vivre une marche dans cette forêt que je connais extrêmement bien d'une manière tout autre. Et donc, j'ai répété le processus 26 fois, comme 26 lettres, comme un alphabet. Et c'est devenu des outils que je ne savais pas trop comment qualifier. Et donc, je les ai appelés outils d'artisanat non identifiés, comme OANI. Et donc, c'est cette série qui fait la cohérence d'ensemble. Chaque petit élément vient apporter euh, un élément particulier. Peut-être qu'on peut les voir plus en détail, Henri, Tout à fait. dans les images d'en dessous. Et c'est cette installation, voilà, qui est à mi-chemin entre quelque chose qu'on perçoit dans un objet qui est au sol et ce qu'on peut en faire pour créer un langage, une autre forme de langage par une installation physique. Et ce qu'on voit bien donc dans cette photo, c'est aussi la dimension préhensible de ces outils, le rapport à la main, comme tu l'expliquais, Mhm. puisque ce sont des outils qui sont aussi dans un rapport de contemplation. Enfin, ils rythment une marche, ils sont un peu comme des grains qu'on vient égrener, ou ils viennent marquer les pas, ils Mhm. viennent vraiment rythmer, apporter un rythme dans ces marches, qui Oui. sont aussi quelque chose qui alimente ton travail, comme Complètement, tu... les marches, elles sont, le terme d'alimenter est intéressant parce qu'effectivement, il y a l'alimentation par l'émerveillement, l'alimentation par l'écoute, par le ressenti, mais aussi l'alimentation de ces marches par la cueillette. Et la cueillette, c'est vraiment l'élément indispensable dans mon travail. C'est ce qui fait la connexion entre la marche et l'atelier, entre la découverte d'un espace forestier et le travail sculptural par la suite. Donc c'est vraiment le point d'ordre de mon travail, c'est ce qui fait vraiment la connexion entre les deux mondes, le monde de la forêt et le monde de l'atelier. C'est la cueillette. Et puis ce qui est intéressant donc aussi avec ces objets, il y a un rapport d'artisanat
comme le A aussi le souligne, Exactement. et ce qui fait écho aussi à ta double formation, puisque tu es passé, avant d'arriver aux Beaux-Arts, par l'école Boulle. Enfin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est vraiment le parcours que tu as pu suivre pour travailler aussi les matériaux de façon très précise, Mhm. comme ces objets qui sont donc très fins peuvent aussi en témoigner. Oui, oui, tout à fait. C'était enfin, d'abord un parcours effectivement à l'école Boulle en ébénisterie pour découvrir le bois, en sculpture sur bois par la suite pour rentrer à l'intérieur de la matière bois et une prise de conscience que au-delà du bois, c'est l'arbre qui m'intéressait et donc élargir encore cette curiosité, cet intérêt et cette volonté de connaissance, de découverte et de se poser des questions autour de l'arbre. Et évidemment, l'arbre amène à la forêt, à toute la biodiversité, tous les êtres, tous les éléments vivants et non vivants qui environnent avec ces êtres. Donc la forêt. Alors, nous allons justement passer à la lisière, à cette question de la forêt, du passage, avec cette autre pièce, Penser marcher à la lisière, qui est une pièce récente, qui est sortie aussi de ton atelier, de ton imagination en sortie de confinement, Tout à fait. et qui Excuse-moi, Henri, est-ce que tu Pardon. pourrais mettre la présentation en diaporama pour qu'on voit mieux les images Oui, alors, tout en haut de ton écran? Tu as le choix et on verra mieux. Merci. pardon, hop, Diaporama tout en bas. oui, c'est bon, voilà, pardon. Donc effectivement, avec Penser marcher, on est aussi sur une sculpture qui fait appel, alors, hop, qui fait appel au bois, à un travail aussi avec du champignon qui est traité comme une peau ou un parchemin, et du texte. Oui, effectivement, c'était quelque chose d'assez nouveau dans mon travail. J'ai pour habitude d'écrire, pas forcément tout le temps. C'est pas quelque chose qui est automatique pour moi, mais selon des périodes, il y a des ressentis, des besoins. Et c'est cette série de sculptures, parce qu'on va le voir après, c'est une série de trois sculptures, toutes mises en texte. Euh, elles sont nées de, elles sont nées d'un moment précis, d'un moment clé, qui était le premier confinement, la première fois qu'on m'interdisait, à moi et à tout le monde, mais d'aller en forêt, dans cet espace qui m'est indispensable, qui l'est depuis toujours. Et donc, en fin de compte, ces textes, je les ai écrits en ayant au final bravé l'interdit. Et donc, ça a questionné mon rapport à la forêt, mon rapport à ces éléments, à ces territoires. Et donc, c'est une série de trois sculptures qui s'appelle Penser marcher. Les textes ont été écrits en marchant, tous d'un jet. Et, euh, et c'était vraiment une nécessité d'explorer par l'écriture ce questionnement et ce moment qui était nouveau, l'interdiction d'aller dans un espace qui est nécessaire à tout, au final, à la vie et à mon travail artistique. Donc, ces trois textes questionnent ça. Et donc, cette sculpture en particulier s'appelle Penser marcher à la lisière et parle effectivement de cette jonction à la fois nette et floue entre l'intérieur des territoires forestiers et le monde que l'on a créé, le monde plus urbanisé, en opposition à ce monde sauvage. Donc il y a une Alors série là, on voit. effectivement de trois sculptures et on voit les deux autres. Les deux autres. Là, c'est une exposition qui s'appelait Moins de 30 ans à la Galerie du Jour d'Agnès B. Et voilà, justement, on voit un peu mieux ce texte, puisqu'on aura l'occasion de reparler de l'assemblage des bois de châtaignier avec une autre de tes pièces, Vincent. Là, peut-être que justement, c'est l'occasion de parler un peu plus de ce texte. Je ne sais Oui, pas tout si à tu fait. veux en lire peut-être un extrait ou si... Oui, tout à fait. Bah, c'est un court texte, je peux le lire. Alors, je me suis arrêté à la lisière, celle des bois, celle qui sépare les deux mois. Ce sentiment de passer d'un monde à l'autre est déstabilisant, comme un réveil en sursaut. Cette sensation de l'instant de tuer le rêve m'étourdit. Passer cette frontière, c'est sortir de ce territoire qui me donne vie vraiment. Oui, c'est frustrant de préférer le rêve. Alors j'apprends à être funambule sur ce fil invisible qui sépare la forêt de l'autre monde. J'apprends à accepter que je ne ferai partie du paysage qu'en visiteur amoureux, qu'en animal qui, en franchissant cette lisière, se rappelle qu'il aurait pu être, mais aussi qu'il voudrait devenir, un élément de l'équilibre des choses et non la balance. Donc ça parle vraiment
Il pourrait être un autre jeu, moi. Ah, faut couper le son. Jean-Louis, faut que vous coupez le son. Ah oui, Ah, Coupez oui. le son. pardon. Euh, Vincent, du coup, de couper le son, toi, je ne t'entends plus. Ah, là, c'est bon, a priori. Oui, là, c'est bon, Parfait. je t'entends à nouveau. Désolé pour cette coupure. Donc voilà, ça parle vraiment de cette dualité, de cette frontière floue. Et effectivement, l'entrée dans l'espace forestier et la sortie de l'espace forestier sont des éléments clés pour moi. C'est des éléments que je vis, sinon quotidiennement, en tout cas de manière hebdomadaire. Et c'est un moment assez particulier que j'ai voulu mettre en exergue dans ce texte. Alors, c'est vrai que cette pièce aussi parle du coup de l'aller-retour, qui est très important dans ton travail, l'aller-retour entre la forêt et l'atelier. Mhm. L'aller-retour aussi qui fait que les matériaux sont travaillés. Et Oui, j'en parlais un peu en introduction, mais là, tu peux aussi peut-être dire quelques mots de ce champignon que tu as taillé, tanné. tout à fait. Alors effectivement, on peut revenir peut-être sur la sculpture, sur le visuel de la sculpture. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur l'écran, je sais pas si ça apparaît sur votre écran aussi, mais il y a un cercle, non, a priori. Oui, Oui, il y a- je crois que c'est quelqu'un qui a dû Ouais, en fait la souris et malheureusement, ouais. ça a fait ce cercle Si, et si voilà. cette Moi, je ne sais personne pas peut l'enlever, ce l'enlever. serait bien parce que c'est Moi, je assez ne gênant sais pour la visibilité. pas. Oui, on a déjà eu ce souci à une intervention. Je ne sais pas l'enlever. Oui, je crois que c'est. euh, bon. Est-ce qu'on continue du coup? Est-ce que la personne a vu on peut peut-être continuer. On peut peut-être le déplacer sur le côté. Je ne sais pas ce cercle. Non, a priori c'est imbougeable. Il faut que la personne qui l'a fait Non, mais je pense qu'il vaut mieux puisse pas faire l'enlever, mais sinon on va continuer, on va faire abstraction. l'image. Donc oui, juste un mot, c'est un petit peu saccadé, mais juste un mot du coup pour préciser effectivement les trois matières importantes de cette série de sculptures. C'est le bois de châtaignier qu'on verra par la suite. C'est des assemblages de bois de châtaignier que je récupère en forêt, des branches un peu particulières qui sont tombées depuis plusieurs années pour que cet aspect érodé soit présent. Le papier, le support, c'est du champignon, du polypore, un champignon que je récupère dans des troncs morts qui sont tombés, et que je récupère en feuilles et que je mets sous presse comme pour faire un herbier. Et effectivement, ensuite, je crée ce papier végétal. Et l'encre qui m'a permis d'écrire, c'est du tanin de châtaignier. Donc, c'est de l'écorce de châtaignier que je fais infuser et je distille pour obtenir un extra, une encre de tanin très, très puissante. Donc, c'est vraiment conçu 100% avec des matières végétales. Voilà. Ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement de revenir sur cette un peu cohérence des matériaux qui eux aussi créent des sortes de symbiose, en fait, comme le Mhm. champignon avec l'arbre. Finalement, on a cette cohérence qui revient dans la pièce. Tout à fait. Et donc, nous allons arriver sur cette autre pièce, Mhm. Les silences après la chute, Le qui silence. est le silence pardon, après la chute, qui est actuellement donc visible à Push Manifesto, Oui. et là, qui est en vue d'accrochage dans une précédente exposition. Donc, qui revient aussi de cette question de la cueillette que tu évoquais, qui est celle de venir dans la forêt et d'aller prélever à certains moments des choses de la forêt. Donc là, c'est un moment où un arbre venait de tomber Oui, et tu oui, as oui, c'est tout à fait prélevé. ça. Ça s'appelle le silence après la chute parce que c'est souvent le point de départ de mon travail sculptural en tout cas. C'est le fait d'être marqué par un moment précis, par un instant, oui, par un moment où on peut lire des choses, comprendre des choses sur le paysage ou sur ce qui s'est passé à un moment donné dans ces espaces avec l'interaction de différents éléments. Et notamment là, tout était présent pour qu'on comprenne la chute d'un arbre. J'aime l'idée j'aime cette image enquêteur des bois
Effectivement, là, tous les éléments étaient là pour qu'on comprenne ce qui s'était passé. Et cette lame de chêne, en fin de compte, était accrochée à une souche d'arbre. Et l'arbre avait emporté dans sa chute cette lame de chêne. C'est l'extérieur du bois, on appelle ça l'aubier. Et le cintrage était totalement naturel et indiquait effectivement le mouvement de la chute de l'arbre. Et donc j'ai récupéré en fin de compte le mouvement que fait le pied de l'arbre, le moment qu'on appelle l'abatté, pour créer cette forme qui est elle-même une lisière au final, une lisière entre le bois et le métal, une lisière entre le matériau dont provient, enfin l'être vivant dont provient la matière bois et l'élément qui a mis fin effectivement à qui a démarré le mouvement de basculement, mais qui a mis fin à cet être vivant. Donc le silence après la chute pour effectivement ce moment précis où les choses sont là, les choses sont détectables, mais on n'a pas vu la scène en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi, voilà, par ce travail de courbes qui se répondent, quelque chose aussi de très musical sur le rapport de contrepoint ou même sur quand on approche de cette lame de bois, il y a quelque chose qui rappelle la hanche en musique qu'on utilise pour le son. Donc il y a vraiment aussi ce rapport très graphique à ce jeu des portées, enfin, ce jeu musical. Complètement. Oui, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est dans l'extraction, si c'est dans l'extraction d'un moment ou d'une forme, si c'est pour la reproduire, ça m'intéresse pas tant, mais c'est justement en extraire de cette chose-là une forme qui est évocatrice en l'occurrence d'un instant, euh, la chute de l'arbre, mais d'extraire de tout ça une forme que j'essaye de recréer euh, par une matérialité, par une sculpture qu'on peut voir, qu'on peut contourner. Et puis qui pose aussi cette question de l'équilibre, puisque quand on l'approche, elle garde une sorte de fragilité et en même temps de côté massif avec ce fer forgé. Tout à fait, tout à fait. On va le voir un peu par la suite avec une autre sculpture, mais Mm. la question de l'équilibre est indispensable, effectivement, à la fois dans moi, ce qui m'intéresse et ce que je cherche à percevoir dans les espaces forestiers, l'équilibre ou le déséquilibre. Et ça, j'essaye de le reproduire de manière sculpturale. Effectivement, c'est un élément clé de beaucoup de mes travaux. On va le voir dans une autre sculpture en acier forgé. Donc là, on voit un peu les détails justement de ce moment où le bois rejoint le métal et comment les deux s'imbriquent très, très, Exactement, très c'est bien. pour moi un peu la définition de la lisière, ce dont on parlait, c'est-à-dire que c'est une rupture franche de deux éléments bien distincts. Et donc, on va passer à plus loin dans la forêt, après la lisière. Voilà, on continue cette promenade, cette marche, cette incursion avec cette série. Enfin, plus loin dans la forêt, en réalité, existe en deux versions. Tout à fait. C'est une cabane en bois de châtaignier assemblé. Donc, on retrouve cette technique que tu avais utilisée dans les pensées marchés, Oui, mais là, vraiment sur un modèle de cabane. La cabane qui, je trouve, a aussi une étymologie et une importance particulière pour toi, puisque donc, la cabane n'est pas l'abri, la cabane est un autre espace qui n'est pas non plus l'igloo. La cabane est un lieu, un poste d'observation, plus un lieu qui viendrait protéger ou abriter. oui, oui, c'est tout à fait ça. Au final, on est toujours dans le travail de cueillette, hein, c'est vraiment l'objectif. Juste un mot sur le titre et après je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, pour poursuivre avec l'idée de cueillette, ce sont des branches de châtaignier. Donc, comme je l'ai dit, je les récupère au bout de plusieurs années tombées au sol. Il y a déjà cette notion de temporalité. Et en fin de compte, étant donné que ce n'est que des branches mortes, une fois que j'ai récupéré quelques branches qui sont dans un territoire, euh, je suis obligé d'aller plus loin dans la forêt pour essayer de compléter euh, mes trouvailles de cueillette pour aboutir effectivement à ces centaines de morceaux, parfois des milliers de morceaux, euh, qui me permettent de effectivement modeler, construire et je n'ai pas tous les morceaux au départ, c'est-à-dire que je la construis au fur et à mesure de ce que je trouve en ayant une idée
plus ou moins précise de ce que je souhaite, à savoir cette cabane qui est un élément euh, euh, vraiment où justement la lisière entre ou la paroi entre l'intérieur et l'extérieur est mince ou inexistante. Thoreau, quand il a écrit son livre Walden, effectivement, il parlait de sa salle de bain qui était le lac de Walden, que son salon, c'était la prairie de Walden. Et justement, lui, il faisait cette interaction, euh, cette paroi, ouais, paroi invisible entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, effectivement, là, c'est une structure en réseau à claire-voie, euh, en même temps relativement hostile, parce que la cabane, c'est pas un lieu où on s'arrête forcément pour des longues périodes, c'est juste un moment de repli, un moment de repos, euh, un moment où on fait une halte. Mais ce n'est pas un habitat, c'est pas un habitat. Et, et oui, c'est ce que tu disais, c'est effectivement, il y a une distinction à faire avec l'igloo. Gilles Tiberghien en parle très bien dans deux de ses livres sur la cabane. Effectivement, il faut différencier architecture et cabane. La cabane est une construction, pas forcément une architecture. Après, voilà, c'est des choses à prendre en compte, mais l'idée de l'igloo est, à mon avis, assez différente de la cabane, qui est plutôt faite d'éléments disparates. Alors, je me permets aussi de préciser un peu l'origine de ces deux photos là, que l'on regarde, qui sont extraites de ta présentation de diplôme, qui s'appelait Bivouac, Mhm. qui reprenait aussi l'idée de la cabane avec des pièces qui entraient en résonance, sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Mais voilà, donc ça, c'était les pièces de ton diplôme. On revoit un peu plus en détail la façon dont se joignent ces éléments de Châtaigny. Mhm. Oui, oui, Euh, c'est vraiment un assemblage où l'idée de réseau est importante puisque chaque branche qui se rejoint épouse le diamètre et la dimension de celle qui la suit. Donc il y a vraiment cette idée de réseau et de continuité qui part d'ailleurs du sol, qui permet d'imaginer un ancrage, mais une continuité souterraine, et voire même une continuité de forme dans la cabane, puisque là, je crois que la photo d'après, Henri, effectivement, c'est une deuxième version de cette cabane, là qui était montrée dans le cadre d'une exposition à la chapelle de Clairefontaine, le centre d'art de Potouin-le-Bon. Et effectivement, là, c'est dans un cadre tout autre, euh, vraiment une cohésion avec l'environnement qui est très différente. Et on peut voir cette cabane qui s'étend, euh, qui rejoint une autre forme. Alors, on ne sait pas si elle l'a créée ou si elles se rejoignent. Mais en tout cas, effectivement, ça amène à des réseaux et continuités de réseaux, quelque chose qui s'étend. Oui, donc on a quelque chose d'encore organique avec ce bois qui finalement continue d'avoir sa vie et qui rappelle aussi, et ça on le voit dans d'autres pièces avec cette technique que tu utilises, Mhm. où on peut davantage penser au bois des serres. Oui, tout à fait. C'est vraiment une volonté de trilogie entre l'humain, puisque c'est vraiment les formations d'évocation, enfin le point de départ en tout cas c'est la cabane, le végétal évidemment, parce que c'est la, la- la matière bois qui est présente, qui provient, moi j'ai plus tendance à appeler ça des morceaux d'arbres que des morceaux de bois d'ailleurs, c'est des morceaux d'arbres, c'est vraiment des branches. On sent la vie qui était en elle encore il n'y a pas longtemps. Euh, et l'animal totem de nos forêts occidentales, qui peut être effectivement le cerf, les bois de cerf. Donc c'est une espèce de trilogie qui s'opère entre ces trois éléments. Et donc on arrive à cette autre pierre, cette autre pièce pardon, qui était également à ton diplôme, qu'on a peut-être pu apercevoir discrètement, furtivement. Donc c'est le poids du ciel. Euh, Une pièce qui est elle aussi faite d'assemblage, mais cette fois-ci avec de la pierre d'astéatite et de la pierre à savon, comme on l'appelle également. Et peut-être que tu peux nous parler aussi de la façon dont cette logique de l'assemblage se transpose voilà, de l'ordre végétal à l'ordre minéral. mhm. Oui, oui, c'est deux sculptures que finalement j'ai fait dans un même temps, en tout cas dans une même période. Effectivement, il y avait cette question d'assemblage, de vouloir regrouper des éléments qui ne proviennent pas forcément du même élément principal, mais qui fusionnent et qui s'allient pour donner un résultat
autres. Et donc ici cette volonté, c'était de mettre en lien l'ancrage à la terre et l'aérien, euh, avec la pierre et l'évocation de quelque chose de beaucoup plus nuageux, beaucoup plus aérien, comme je le disais. Cette pierre qui en elle a un motif qui fait vraiment écho à des choses qu'on peut voir quand on regarde le ciel. Et donc cette volonté de confronter les deux dans une sorte de tondo, dans une mosaïque en relief au final. On le voit sur la photo d'après, il y a différentes strates, 4 strates. Voilà. Et donc il y a tout ce modelé qui est présent, euh, avec j'aime l'appeler inventaire de ciel, inventaire non exhaustif, mais voilà, une composition qui allie l'ancrage à la terre et l'aérien. Donc c'est vrai que cette pièce peut être présentée, donc là on le voit, on l'a vu sous deux modalités de présentation, à la verticale ou à l'horizontale, où finalement on retrouve ce rapport au sol comme avec des flaques qui créent des effets de relief quand elle est à l'horizontale ou quand elle est en verticale, où on a plus un rapport euh, de constellation, enfin on perd ce côté strate. Tout à fait, ouais, ouais. Il y a deux perceptions possibles, effectivement, pour cette sculpture, suivant aussi le lieu et suivant l'interaction avec les autres travaux qui l'entourent. Et donc, on revient encore à ton diplôme, donc avec l'ombre des bambous. L'ombre Avec cette pièce que l'on voit dans cet équilibre, donc qui nous replace au silence avant la chute. Donc, avec aussi cette question de l'acier, de ce travail de métallurgie et de ce travail d'équilibre. Oui, c'est tout à fait ça. En fin de compte, c'est né d'une lecture d'un livre qui s'appelle Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, dans lequel il y a un haïku, un petit poème japonais qui dit: L'ombre des bambous caresse les marches de l'escalier, mais la poussière demeure. Et il m'intriguait, je l'ai relu beaucoup de fois ce haïku, je l'ai relu, je l'ai analysé, et en l'analysant, en fin de compte, il y avait l'ombre, donc le soleil, les bambous, donc le végétal, caresse, euh, il y avait le vent, les marches de l'escalier, il y avait l'humain, la poussière, il y avait la terre, et demeure, il y avait le temps. Et moi, j'étais hyper admiratif d'avoir au sein de ce tout petit poème, ce tout petit texte, un équilibre des choses et un équilibre des éléments. Et c'est ce que je retrouve en fin de compte dans ces espaces forestiers quand ils sont intouchés, c'est vraiment un équilibre des éléments vivants et non vivants, une parfaite cohérence d'ensemble. Et donc j'ai voulu réaliser une sculpture sur l'équilibre, sur la thématique de l'équilibre. Et donc j'ai repris le titre de ce haïku. Et effectivement, je suis intervenu sur une grande barre en acier forgé, donc qui est segmentée, qui repose sur un point d'équilibre, le point d'équilibre exact qu'on voit là. Et donc, en fin de compte, cette sculpture, elle est activée par l'interaction avec ce qui se passe autour. Donc, quand des personnes circulent autour de la sculpture, les courants d'air provoqués mettent en mouvement cette sculpture. Et donc, l'équilibre vient intervenir et vient prendre toute sa part. Voilà, là, on voit à nouveau cette façon dont cette tige métallique est tendue et finalement ne touche pas du tout le sol. Elle est complètement. Alors, oui, elle est en équilibre. Donc, en fin de compte, je t'avais envoyé une vidéo, Henri, mais c'est peut-être compliqué de la mettre en. On va peut-être manquer de temps Oui, aussi oui, tout pour la à voir. fait. Donc, effectivement, elle est dans un mouvement de balancier. Donc, elle vient se mettre juste en contact avec le sol et remonter. Et c'est selon l'activation des gens qui l'entourent. Et donc, on va arriver à une conclusion avec Old Chico, donc donc là, on parle à la fois de ton travail photographique, mais aussi d'un travail de recherche qui t'anime depuis un petit moment maintenant. Donc, cet arbre est réputé être le plus vieux sur Terre. Et donc, c'est un arbre qui pousse en Suède. Donc, tu as été visité à plusieurs reprises, à 2 reprises. Et voilà, là, la photo que vous pouvez voir de plus près. Donc là,
la façon dont elle avait été présentée, c'était vraiment avec l'idée que le visiteur doive se rapprocher, entrer dans l'intimité de la photo. Et la photo en question, la voici. Donc, on devine ton ombre sur cet arbre. Peut-être que tu peux justement dire un peu deux mots sur ton rapport à cet arbre et à cette espèce de mythologie qui l'occupe pour toi. Oui, tout à fait. Oui, c'est un arbre assez incroyable. C'est un arbre qui s'appelle Old Chico, qui est un arbre dans le Dalarna en Suède, une région très hostile, très froide. Et donc cet arbre, c'est ce qu'on appelle un arbre clonal, c'est-à-dire que l'arbre, en fin de compte, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas cette pointe, cette épicéa, c'est le bosquet qui est au sol. Et donc l'arbre a 9500 ans. Ça en fait effectivement l'arbre le plus vieux du monde. Mais ce qui est incroyable avec cet arbre, c'est cette capacité à vivre, à survivre, et ce depuis la fin de la dernière période glaciaire, dans des conditions extrêmement hostiles. Et moi, j'avais envie d'aller découvrir cet arbre. Donc, j'y suis allé, j'ai passé 5 mois en Suède il y a 3 ans de ça. Et donc, je suis allé le voir lors de la dernière semaine. Et j'y suis retourné cet été pour justement créer effectivement un point de départ, un point de recherche euh, sur la question de la connexion avec le végétal, la connexion avec l'arbre et donc la connexion avec le temps. Une petite phrase pour citer Francis Allais, un botaniste qui m'est très cher. Euh, il a souvent tendance à dire que si le mouvement est le royaume des humains, le temps est le royaume des arbres. Et cette phrase, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et c'est à cette phrase que je pensais aussi avec, avec cette photographie, euh, qui est effectivement cette connexion avec le végétal, mais qui est au sens plus large, connexion avec ce qui nous entoure, notre environnement, et connexion avec le temps. Donc, ça va peut-être aussi nous permettre de parler un peu plus de ton rapport à la photographie, puisque la photographie, tu l'envisages encore dans ce prolongement du geste de la cueillette. C'est un moment, en fait, là, la photographie te sert à capter des moments dont on peut percevoir aussi un rapport plus long au temps, comme ces arbres et cette croissance de l'arbre, on peut le laisser supposer, mais en tout cas, tu captures des moments avec la photographie. Là, Là, le moment que tu captures, finalement, c'est celui aussi d'une heure où ton ombre rejoint les racines de cet arbre, ou en tout cas vient se perdre dans ce bosquet. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Pour moi, effectivement, la photographie, c'est une pratique qui complète mon travail sculptural, dans le sens où c'est aussi une cueillette d'instants, une cueillette d'images. Et en ce sens aussi, je peux trouver des choses qui sont importantes pour moi. Euh, et cette idée de cueillette, euh, voilà, elle est aussi présente. C'est cueillir un instant, cueillir cette image qui est définie par ce moment précis. Et ça se fait à travers la photographie. Avec aussi une spécificité de cette photographie qui est donc en noir et blanc, puisque comme tu me l'expliquais, comme tu me le disais, il y a vraiment la volonté aussi de se détacher de ces couleurs naturelles qui pourraient finalement disperser l'attention également. Exactement, c'est à la fois un ancrage au réel, puisque la scène, on les comprend, mais le noir et blanc détache d'une certaine réalité telle qu'on la voit. Donc forcément, il y a une part d'irréel et une part ouais, il y a une part d'irréel qui rentre en ligne de compte dans le fait de choisir le noir et blanc. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un tout petit format qui amène le regardeur à s'approcher de très près, à moins d'un mètre, voire 50 centimètres, justement pour créer un rapport intime avec le regardeur. Elle fait 15 par 23, donc c'est une petite photo qui nécessite d'être proche pour, euh, voilà, pour que le dialogue s'instaure. Pas, hein. Alors voilà, on est à peu près dans les temps. Peut-être on peut aussi, justement, avant de passer au moment des questions, voilà, si vous avez des questions, peut-être qu'on peut évoquer un peu justement comment cet arbre, cet Olchico, ouvre vers de nouveaux projets. Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement, bah, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises. Donc une première fois où j'avais passé vraiment un long moment d'observation, de prise de notes, de prise d'images. Cet été,
l'été dernier, j'y suis retourné en août. J'ai eu la chance de pouvoir y retourner et de faire aussi des prélèvements, notamment d'une pomme de pin qui est actuellement dans une fonderie pour faire un tirage en bronze de cette pomme de pin qui sera présente lors d'une exposition en juin. Donc, j'aurai la possibilité de donner des nouvelles de cette exposition qui se prépare dans une galerie au Saint-Honoré. Et puis voilà, différentes choses qui vont naître de ce projet avec cet arbre qui sera effectivement l'objet de différentes recherches, l'objet de différentes sculptures. Voilà. Et maintenant, j'ouvre aussi la parole aux autres. Voilà, si vous avez des questions et vous voulez reprendre le micro, n'hésitez pas. Merci beaucoup Henri, merci beaucoup Vincent pour cet magnifique échange. Vincent, moi je reviendrai peut-être sur la question de la temporalité qui est essentielle dans ton travail. Il y a le temps de la marche, on l'a compris, le temps de la collecte, le temps de la pensée, le temps de l'écriture, mais aussi le temps des matériaux, puisque tu me disais que certains matériaux, tu les laisses reposer plusieurs années avant de les travailler. Oui, tout à fait. Tu peux revenir sur toutes ces temporalités croisées? Oui, tout à fait. En fin de compte, enfin, moi, les matériaux que je récupère, c'est des matériaux qui sont dits morts, il n'y a plus de vie en eux. C'est des matériaux que je récupère pour la plupart au sol. Et effectivement, quand on agit avec des matières vivantes, anciennement vivantes, il y a cette nécessité d'être conscient de ce qu'elles sont et de ne pas agir avec précipitation ou d'être brusque avec ces matières. Et effectivement, là, je travaille sur une sculpture notamment qui sera présentée dans la même exposition en juin. C'est une loupe de hêtre, un gros morceau de bois que j'ai laissé 3 ans en forêt pour que l'écorce se détache, puis que j'ai fait sécher pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai commencé à sculpter, fait des pauses, commencé à sculpter. Et donc, ça fait maintenant 6 ans et demi que j'ai une histoire avec ce morceau d'arbre. Et c'est nécessaire, en fin de compte, pour la réalisation de cette sculpture. Déjà parce que le processus créatif, moi, mais long, voilà, il faut du temps. Et en plus de ça, parce que la matière en elle-même nécessite ce temps d'attente. C'est notamment ce qui a été fait avec la sculpture à la lisière qu'on a vu tout à l'heure, où le papier végétal de champignon, donc c'est du champignon polypore, je l'ai gardé pendant 4 à 5 ans dans un classeur avant de le ressortir pour cette sculpture. Et alors, comment s'intègre le travail d'écriture? Tu nous as expliqué que c'était relativement récent puisque ça a commencé surtout pendant le premier confinement. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer davantage? Est-ce que voilà, ça va être de plus en plus intégré à tes sculptures ou... J'avoue que je ne sais pas, dans le sens où c'était pour cette série de sculptures, en tout cas liées à un moment précis. En fait, je pense que je suis assez curieux de ma manière de réagir à des choses. Donc, je me laisse en fin de compte la possibilité de poursuivre ce travail comme voilà, passer à autre chose qui m'ancre dans un moment bien précis. Donc, la question de l'écriture, effectivement, elle est née dans les sculptures à ce moment précis dont on parlait, l'interdiction d'aller dans ces espaces, la frustration de ne pas pouvoir être là où on veut être, et donc la nécessité d'être beaucoup plus comment dire, explicite sur ce sujet. Et donc, l'écriture est un vrai moyen d'arriver et d'aboutir à ça.